Alors moi je vais vous parler d'un projet qui nous tient à cœur depuis plusieurs années avec Vincent. J'espère qu'un jour on verra la fin, mais j'y crois vraiment. On a un partenariat tripartite entre les archives départementales du Puy-de-Dôme, la bibliothèque municipale classée du patrimoine de Clermont-Auvergne Métropole et le pôle lettres de la bibliothèque LSH de Clermont-Auvergne. Donc juste un petit point historique sur ces trois établissements. Donc les AD ont, après avoir investi la chapelle des Cordeliers pendant 2 siècles, seront déménagés dans un bâtiment unique au nord de Clermont depuis 1991 et dans les années 2019-2020, ils ont aussi connu d'importants travaux d'extension et de rénovation. Pour ce qui concerne le département du patrimoine de la FEU BMIU, il a été créé en 1991 et a intégré le bâtiment Bardou en 1994. Il distingue le fonds Auvergne, le fonds patrimoine avec des collections anciennes, rares et précieuses, ainsi que le dépôt légal imprimeur. Et ce département rejoindra en 2026, j'espère, la bibliothèque métropolitaine de l'Hôtel-Dieu. Pour ce qui concerne la bibliothèque universitaire de lettres, langues, sciences humaines et sociales, elle a été depuis 1905 au 1 boulevard Lafayette. Elle possède 400 000 documents, à la fois des livres, des revues, des thèses et des mémoires, mais aussi un nombre important de documents anciens avant 1830. Et elle a rejoint le CAP en mai 2024, donc l'année dernière, ça fait juste un an tout pile. Donc pourquoi ce projet et ce choix de travailler avec ces trois établissements? Déjà, il y avait un choix de déménagement, donc on s'est dit les collègues ont peut-être besoin de place, de faire du tri dans leur collection. Et puis on a vu aussi à la lecture des titres, qui représentent 8000 titres en tout là, pour ces trois établissements, lorsqu'on a voulu faire l'état de collection de chacun des titres, on s'est aperçu que beaucoup de titres étaient en commun, mais les états de collection étaient émiettés dans ces trois structures. Donc on était déjà un peu dans l'optique qu'on va peut-être nous demander pour la suite, c'était de mutualiser et d'échanger des collections pour qu'en fait, un lecteur, il vienne à Clermont, il se rende dans une bibliothèque, que ce soit les archives, le patrimoine ou la bibliothèque de lettres, et il trouve la collection de son titre, mais avec un état de collection complet. Même si entre le patrimoine, les archives et la bibliothèque, il n'y a pas beaucoup de kilomètres, mais il y a des horaires d'ouverture différentes, il y a des consultations de documents différentes aussi. Donc on s'est dit, si dans une bibliothèque, le lecteur y trouve son titre de premier numéro jusqu'au dernier ou la collection en cours, pour moi je trouve que c'est bien. C'est génial même. Donc on souhaitait aussi signer des plans de conservation partagés. Alors on avait imaginé d'en signer un seul avec les trois établissements. Peut-être ce ne sera pas possible juridiquement, mais sinon on pouvait les signer avec chacun des structures individuellement. Donc on a pris notre petit bâton de pèlerin avec Vincent et on a frappé à la porte de nos collègues et on s'est rendu d'abord chez les plus proches voisins qui sont le patrimoine et on a pris notre petit stylo, nos petits cahiers et on s'est rendu dans les magasins pour faire les états de collection de tous les titres. Donc en mars 2021 au patrimoine, il y avait 3336 titres qui étaient localisés dans le Sudoc. On a passé à raison de 4 heures par semaine, donc une matinée dans les magasins du patrimoine, donc ça fait 764 heures. On a commencé d'abord par le magasin du fonds général puisque c'était des collections pluridisciplinaires et c'était beaucoup plus facile pour s'en séparer. Voilà. Et c'était aussi des petits bouts de collection. Donc on se disait, les dons, on a favorisé les dons. Il y a eu beaucoup de dons avec des collègues des archives qui sont venus en chercher, on a envoyé. Donc on était vraiment, il y a eu un beau succès et on a
gagné 60 mètres linéaires. Enfin, nous, le patrimoine a gagné 60 mètres linéaires de son fonds général. Depuis 2022, on a attaqué le fonds Auvergne. Alors là, il y aura beaucoup moins de dons ou pas, je ne sais pas, on verra. Et on espère bien finir cet été, malgré les 16 degrés, 17 degrés qu'on a eu cet hiver, où c'était un peu, pour moi, personnellement, un enfer de travailler dans ce magasin-là. Et il nous restera à traiter les titres qui sont à la réserve, puisque certains titres sont conservés dans un endroit différent, et le DLI, où il y a environ 6000 titres. Donc là, le DLI, il est dans la soute de la bibliothèque Lafayette, et pour l'instant, avec le déménagement qui est à l'horizon, ben, on ne sait pas trop si on va pouvoir y accéder, ou si on attend d'être... voilà. Bon, je vois que Pierre me dit non, 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 ou... Donc je pense qu'on attendra peut-être d'être à la bibliothèque pour le traiter, et puis on attendra aussi les nouveaux critères qui vont aussi arriver. Le deuxième partenaire, on a travaillé, alors là on y travaille, c'est les archives départementales, on a passé 833 heures parce qu'on a attaqué qu'en janvier 2022, puisque les relations avec les AD, alors ils sont pas là, donc je peux me permettre, mais s'ils étaient là j'aurais dit la même chose, ont été un peu plus difficiles au départ, alors quand on arrive à rentrer dans leur magasin, mais on a réussi à faire le forcing et à être très 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 bien accueillis enfin. Donc il y avait 1539 titres qui étaient localisés aussi au Sudoc en janvier 2022, mais on s'est aperçu qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas répertoriés. Donc aux AD, la difficulté c'est que les titres étaient dans des boîtes à archives. Donc vous retrouviez des journaux anciens pliés en 4, voire des fois en 5, 6. Et donc quand on ouvrait les boîtes, et on avait plein de petites miettes de papier journaux. Donc c'était un peu plus difficile, mais ça l'a fait quand même. Mais voilà, il fallait être beaucoup plus délicat pour défaire tous ces titres. Donc on a passé 833 heures depuis janvier 2022, le travail d'inventaire est terminé. Par contre, on est obligé d'y retourner régulièrement. Alors là, on va y retourner d'ici 15 jours pour tout ce qui est fait, pour tout ce qui est la création de notices bibliographiques. Parce qu'en fait, on notait le titre, l'état de collection, et après on cherchait dans le Sudoc. Mais des fois, on n'avait pas toujours les infos pour retrouver le bon titre, ou alors on a une notice hyper succincte dans le Sudoc, voire dans la BNF. Et ce qu'on voulait, c'était aussi améliorer les notices pour pouvoir aussi faire des demandes d'ISSN. Donc on revient régulièrement aux AD, on prend des notes un peu plus conséquentes, on fait des photos pour les demandes d'ISSN. Le souci, c'est qu'aux AD, ils ont profité de notre venue pour recoter leur périodique, et des fois c'est un peu compliqué à les retrouver, puisque tout n'est pas enregistré dans le catalogue des archives, et en plus le catalogue des archives, pour le retrouver, c'est pas non plus la panacée. Donc des fois vous avez 15 titres à chercher, mais vous n'en trouvez que ça. Mais bon, on y arrive, et petit à petit on va y arriver. Et le souci aussi, je ne sais pas si c'est vraiment un souci, mais on a souvent sur les tables, là que vous voyez, des nouveaux titres qui arrivent, parce que les archives, régulièrement, ils ont des dons de particuliers ou d'autres institutions, donc on les pose sur la table Sudoc PS, et on les traite aussi suite par la suite. Ou alors il y a des titres qu'on retrouve au fond d'un magasin ou au fond dans un bureau. Donc chaque fois qu'on arrive aux AD, on a notre petite pile qui nous attend. Mais pour les AD, le travail de signalement est terminé. Et pas loin d'être terminé. En ce qui concerne la bibliothèque de lettres langues, alors là, normalement, tous les titres étaient gérés et vus dans le Sudoc. Donc il y avait plus de 3132 titres en 2022. La problématique, c'était que la bibliothèque à LSH, elle était éclatée. Je dis elle était, puisque maintenant
elle est recentrée ici. Elle a été éclatée sur 4 sites. Donc vous aviez la bibliothèque de Lafayette, la bibliothèque Marie-Hélène Lafont, la bibliothèque du 2e étage de Gergovia qui était l'ancienne bibliothèque des anciennes bibliothèques d'études pour tout ce qui était histoire et sciences humaines. Et il y a le site de Carnot où il y a toutes les bibliothèques de langue. Sur le site de Carnot, il y avait une bibliothèque qui n'était pas traitée complètement, c'est la bibliothèque de Slave. Pour des raisons linguistiques, personne parmi nos collègues ne parlait ni le russe, ni le slovène, ni le croate, ni le polonais. Donc faire des formations, pourquoi pas, mais ça aurait pris un peu de temps. Et puis on avait des cagettes, alors là vous les voyez pas trop, mais il y avait des cagettes où il y avait des périodiques tout posés sur les armoires et tout, on savait pas du tout ce qu'il y avait dedans, donc il fallait prendre du temps pour traiter tout ça. Donc grâce à l'ABES et à la convention sur objectifs, on a pu recruter une stagiaire, une petite stagiaire russe, qui est arrivée l'année de la déclaration de la guerre par monsieur Vladimir Poutine à l'Ukraine, donc ça a été un peu compliqué aussi à gérer, mais elle a été adorable, elle a fait son job et elle nous a permis d'identifier les titres, de nous dire si c'était des maths, si c'était de l'histoire, si c'était de l'économie, donc tout ce qui n'était pas du tout de notre champ disciplinaire, on l'a pilonné. Ouais, on a d'abord donné, puis pilonné. Donc on a proposé en don 51 titres qui ont fait des heureux dans plein de bibliothèques. Et on a gardé 184 titres, je crois, sur la totalité des titres. Donc et on a pu, en plus elle nous a traduit, donc on a pu vraiment retrouver les notices, faire les états de collection, et des fois nous sommes les seules bibliothèques à avoir ces titres-là. Donc une fois qu'on a fait nos petits travaux avec notre petit sac à dos et nos cahiers, on a souhaité quand même rencontrer les structures. Donc on a eu plusieurs réunions, dont une qui s'est tenue, je crois, en 2024, en janvier 2024, pour savoir, pour faire le point avec les partenaires. On avait préparé une liste de 300 titres communs aux 3 structures. Alors je vous ai mis à côté par exemple les titres qu'on trouve communs entre les 2 institutions, soit la bibliothèque et qu'est-ce que j'ai mis là? C'est pas bien. Les 2 institutions, entre les AD, le patrimoine et la bibliothèque de lettres, donc vous voyez, communes dans les 3, donc comme le cahier d'histoire, Bizanera, ARPA. Il y a aussi des titres simplement communs entre les AD et la BU. Alors c'est des titres très, très généralistes, c'est pas du tout des titres locaux, et des titres, là, à foison, des titres communs entre les AD et le patrimoine, la bibliothèque du patrimoine, comme c'est quelques exemples, il y a l'annuaire diocésain pour l'année, le salon généalogique de Vichy, etc., etc. Et puis il y a aussi de la presse régionale qui est commune entre les 2 établissements. Donc on a présenté ce tableau avec 300 titres communs et on a parlé avec les partenaires, on leur a demandé qu'est-ce qu'on fait maintenant, donc est-ce qu'on peut faire des échanges, des transferts, des mutualisations. Le problème du DLI nous a un peu rebuté, et donc notre travail n'a pas abouti, on n'a pas pu mutualiser toutes ces collections. Mais on ne désespère pas. Donc on a décidé de mettre à jour d'abord les états de collection de chaque structure. Comme ça, on y voit un peu plus clair, on sait vraiment qui a quoi, avec les états de collection, les lacunes, et on fait un petit tableau à côté en se disant, tiens, peut-être ce titre, s'il n'est pas du DLI, il est peut-être possible, envisageable de le mutualiser entre les deux établissements. Donc pour parler chiffres, donc vous voyez pour les notices localisées au SUDOC, donc pour les AD, on en a eu 1539 en 2022, là on en a plus de 2700. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui n'étaient pas localisées dans le SUDOC, et je suppose que pour toutes les archives départementales, c'est à peu près la même chose.
Pour le patrimoine, eh ben, c'est le même nombre de notices. Alors je pense que le patrimoine, bon, on a pilonné, mais on a mis des bonnes notices, on a fait du travail d'amélioration des notices, on a localisé sous les bonnes notices, etc. Donc c'est pour ça qu'on est à peu près dans le même chiffrage. Et pour ce qui est de la BU, eh ben, on a beaucoup pilonné. Donc, vu le déménagement, il a fallu un peu aussi, on avait beaucoup moins de place. Donc, il a fallu se séparer des collections, déjà aussi en commune ou un peu obsolètes. Pour ce qui concerne les demandes ISSN, donc là, on a explosé les chiffres. Donc, c'est pour ça qu'on doit solliciter Isabelle très souvent. Donc, en 2023, on a fait 63 demandes, en 2024, 70, et en 2025, là, en juin, on est à 93 demandes. Donc, je pense qu'on dépassera les 100, ou même peut-être pas les 200, mais voilà, d'ici la fin de l'année. Donc, c'est à peu près tout, vous voyez, toutes les photos qu'il faut qu'on aille prendre. Bon, Isabelle vous expliquera par la suite vraiment tous les documents dont on a vraiment besoin pour les demandes ISSN. Et ce qui nous a permis aussi d'identifier la presse que l'on peut trouver, soit au patrimoine, soit aux AD, sur de la presse syndicale. Donc on a 26 titres qui parlent de la presse syndicale, on en a 9 qui parlent de la presse politique, 3 pour la presse socialiste. Donc on a affiné après en fonction des politiques, si on peut dire, et la presse communiste, il y a 21 titres. Pour ce qui concerne les bulletins paroissiaux, alors là ça foisonne sur les bulletins paroissiaux. Ce qui est aux AD, il y a des moments même c'en est un peu pénible de faire que du bulletin paroissiaux. Surtout que quand vous revenez une semaine après ou 15 jours après au patrimoine, vous retrouvez les mêmes. Donc c'est vrai que des fois on se dit mais ça j'ai déjà fait, pas déjà fait. Donc on en est à 92 bulletins paroissiaux, bien sûr, plus tout ce qui est Puy-de-Dôme, 88, la Haute-Loire, il n'y en a qu'un, le Cantal, il y en a 2, l'Allier, il n'y en a qu'un, mais ça s'explique parce que après chaque bulletin paroissiaux le fait dans sa bibliothèque, plutôt pour les archives départementales, il le déposait dans les bibliothèques qui recevaient ce dépôt légal. Donc, je voulais remercier tout le monde, surtout nos partenaires, pour qui, chez qui on est très bien reçus. On se sent un peu chez nous, chez eux. Ils sont bienveillants, ils nous aident beaucoup, ils nous ont installé plein de petites tables et tout. C'est vraiment agréable d'aller travailler, sauf les 17 degrés là. Voilà. Donc, il reste quand même beaucoup de travail à faire. Donc je ne désespère pas du tout de signer un plan de conservation partagé, alors peut-être dans les mêmes critères, maintenant qu'on aura de nouveaux critères, peut-être en mutualisant des collections. Voilà, je suis optimiste, j'espère quand même qu'en 2026 on verra la fin de ce chantier. Pour vous, pour nous, Pierre n'a pas l'air convaincu. Voilà, pour qu'on puisse aussi aller voir les archives des autres départements qui je pense, peuvent aussi nous solliciter et qui ont entendu parler un petit peu de notre travail et donc qui se disent « ne nous oubliez pas voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est une question de curiosité. Sur quels critères on distingue la presse politique de la presse syndicale, de la presse communiste, par exemple? Comment on peut être politique sans être... Enfin, syndical en fait, politique, c'est que tu rentres pas dans le détail du parti, où c'est pas vraiment affiché, où c'est beaucoup plus généraliste. La presse syndicale, tu le vois, en fait, aux AD, il y a beaucoup de la presse de la CGT, Michelin, donc voilà, on sait que c'est bien affiché. Ça, on ne peut pas se tromper. Et puis la presse, après, en fonction des partis politiques, c'est aussi bien affiché. Tu verras si c'est de la presse socialiste, communiste. Alors, il y a très peu de presse de droite, mais c'est un peu logique aussi par rapport à notre tendance. Voilà, sans faire de politique. On n'en a pas trouvé beaucoup, mais il y en a peut-être encore dans des réserves. Hein. C'est tout à fait possible. Est-ce que vous avez une autre question?
Mais par contre, vous êtes bien allé aux AD de la Haute-Loire, non, aussi? Aux AD de la Haute-Loire, on n'a pas été... on a signé un plan de conservation, mais on n'a pas fait le même travail qu'on a fait... Ok, je croyais que vous y étiez allé aussi. Non, moi, quand j'ai été aux AD, le travail était déjà fait, était déjà signalé. Mais je pense qu'il va falloir y retourner. Alors, Stéphane est par là. Peut-être qu'il y a aussi des collections à mettre à jour et peut-être aussi des choses à mutualiser aussi. Hein, parce que je sais qu'avec la bibliothèque du Puy-en-Velay, il y avait aussi des collections communes. Et voilà, si on venait partant pour faire des mutualisations de collections, je pense que le Puy-en-Velay va nous voir arriver. Une autre question? Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la place à Vincent et à Isabelle, qui vont vous parler de Sidémis. Alors, je vais essayer de faire une bonne introduction à notre collègue Isabelle, qui va suivre par la suite. Donc, on voulait vous présenter donc Sidémis, pour ceux qui ne connaissent pas, est notre mode d'action à notre échelle, donc du CR. Alors, vous verrez par la suite que ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Donc Sidémis, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une application qui a été mise en place par l'ABES, donc l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, avec pour but de fluidifier et de simplifier les demandes ISSN. Donc ISSN, vous le savez tous, vous travaillez sur les périodiques, c'est l'identifiant unique qui nous permet justement de rattacher sous les bonnes notices. Donc historiquement, les demandes ISSN, c'était sous format papier, des vieilles photocopies qu'on envoyait à la BNF, et on a des temps de très rallongés, mais ça je vais passer, Isabelle le dira mieux. Donc on a une application web qui interagit avec le Sudoc, donc ça nous fait gagner beaucoup de temps, et comme vous l'avez compris avec l'intervention de Stéphanie, on a pas mal de travail, que ce soit aux archives, que ce soit à la bibliothèque du patrimoine, sur des types de documents que Stéphanie a déjà commencé à vous expliquer, des bulletins paroissiaux, des bulletins municipaux, mais aussi des presses un peu plus typiques. On a parlé de presse syndicale. Donc l'idée, nous qu'on y est, c'est de maximiser le temps. Donc là, je vous ai mis un exemple, c'est la tribune de Riom. Donc très mauvais cadrage, hein, je suis désolé, mais par exemple, pour rejoindre sur la question, là, on avait une marque de l'éditeur, c'était le Parti socialiste de la cellule de Riom, qui nous permet après d'indexer correctement. Donc une fois qu'on a l'exemple en main et qu'on a fait l'état de collection et l'état de lacune, on va dire la partie facile, on va avoir la petite partie pratique pour fluidifier et simplifier le travail des collègues de Paris. Ça va être de prendre des photos de qualité, de repérer les informations qui ne sont pas toujours simples à trouver sur un périodique. Wilfried vous a parlé des éditions régionales, donc pour l'instant c'est pas trop attaqué à la montagne, et heureusement. Mais sur des types de presse comme ça, des fois il n'y a rien du tout. Donc il faut la lire. C'est bête à dire, mais il faut essayer d'identifier au mieux. Donc l'idée, c'est de prendre le plus de photos pour pouvoir après créer un justificatif unique. Donc là, je vous ai fait de la pub, j'ai pas d'action dans l'AFPDF, mais Sidémis oblige en fait le chargement d'un fichier PDF. Donc les photos, même si vous n'êtes pas technicien, vous savez que c'est du PNG ou du JPEG. Donc il faut faire de la fusion avec pas trop de photos non plus. On va à l'essentiel, je crois. Et donc du coup, une fois qu'on utilise donc ce logiciel libre et gratuit, je fais de la pub aussi, parce que si vous êtes amené à nous envoyer des documents, faites-le bien dès le début. Voilà. Ça nous évite de faire des allers-retours. Donc là, ce sont le memento ISSN, donc je passe très vite. L'idée, c'est d'avoir des pièces justificatives de qualité, un seul format. Dans Sidémis, parce que je sais qu'il y a des collègues de la BU, donc on va en parler un petit peu aussi. Pour ceux qui sont hors périmètre universitaire, avec Stéphanie, on fait de la création de notices, création d'exemplaires, amélioration de notices. Donc on part de A, c'est-à-dire le Sudoc. Après, dans Sidémis, on va aller rechercher la notice, on va joindre ces fichiers. Isabelle vous expliquera la suite. Pour les collègues de l'ABU, c'est un peu différent en termes de circuit. C'est que les collègues de l'ABU peuvent créer eux-mêmes la notice. Normalement, ils sont habilités à ça. Et on n'a qu'un rôle de validation au niveau du CR, c'est-à-dire vérification des pièces, si c'est bon ou pas bon, avant d'envoi à Paris. Donc, une fois qu'on est dans la création pure, si la notice n'était pas existante, et Stéphanie vous l'a dit, on a fait pas mal d'améliorations, il y avait déjà des choses, surtout pour le patrimoine, j'y pense,
qui existait mais qui était en mode réduit. On essaie d'améliorer ce qu'on peut avec ce qu'on a. On a fait beaucoup de travail d'indexation, c'est que le début, pour identifier la presse politique, la presse religieuse, ce qui nous permet après d'avoir des stats. Je sais que tout le monde aime les stats. Ça nous permet de voir, et on a travaillé que sur le Puy-de-Dôme. Ce que Stéphanie disait, c'est que Puy-de-Dôme. Donc, il faut imaginer que dans les autres départements de l'Auvergne, on a à peu près le même boulot. Donc après, indexation Rameau, vous connaissez tous, vous êtes des professionnels. Et ça nous permet après, en dernier lieu, de créer un exemplaire où la bibliothèque détentrice de cette collection va pouvoir se retrouver au catalogue Sudoc. Donc, voilà à quoi ressemble l'application. Donc là, on a un tableau de bord, suivi des demandes, acceptées, pas acceptées. Bon, je laisse un peu plus Isabelle en parler par la suite. Et nous, c'est notre tableau de contrôle où on va rajouter les justificatifs en pièce jointe via PDF. Petit champ commentaire, je me souviens qu'en 2021, Isabelle nous avait dit n'hésitez pas à nous communiquer, nous sommes aussi des humains. Pour les collègues de la bibliothèque universitaire, si vous faites des demandes sur des ouvrages en langue étrangère, pensez bien à utiliser l'anglais, car après, une fois que le CR a validé, ça repart dans des centres ISSN étrangers. Petit détail. Et nous, de notre côté, concrètement, on a fini notre travail. Ça paraît très rapide, là, on ne mène pas 5 minutes, 10 minutes. Et ça nous prend un peu de temps. Ce qui est bien par la suite, c'est que si vous vous rendez sur le catalogue Sudoc, vous aurez un champ qui vous montrera qu'il y a déjà une demande ISSN en cours. Donc ça ne sert à rien de reproduire le travail. Normalement, c'est en cours. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Non? Vous avez, là je vous ai remis quelques exemples. Donc les bulletins paroissiaux, vous avez vu à quoi ça peut ressembler. Ça remonte à des temps où les paroisses n'étaient peut-être pas encore fusionnées. Je sais que j'ai un collègue de la bibliothèque diocésaine qui pourrait peut-être préciser 2-3 choses. Bulletins municipaux, dans les années 1970-1950, une grande vague d'édition. La presse sportive, on a tendance à la sous-estimer aussi. Et la fameuse presse syndicale, là on voit bulletin du syndicat des salariés Michelin. Donc, une mention de responsabilité clairement mentionnée dès la page de titre. Et j'aurais fini pour cette petite introduction. Est-ce que vous avez des questions sur notre action CIDEMIS en local? C'est parfait. Vous les gardez pour Isabelle. Ben, merci. Bonjour à tous. Donc moi c'est Isabelle Nadolny, je travaille donc au centre ISSN France et c'est moi avec plusieurs collègues qui réceptionnons vos demandes par CIDEMIS. Donc je vais vous parler un peu de ce que nous faisons, comment ça nous arrive, comment on peut les traiter plus ou moins bien, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ça au mieux. Et je tiens tout de suite à dire qu'en fait je trouve que cette collaboration est très précieuse parce que à la BNF, on a beaucoup de choses grâce au dépôt légal qui existe depuis François Ier, donc avec cette obligation de tous les éditeurs, que ce soit de périodiques ou de livres, de déposer à la BNF ce qu'ils produisent. Et donc on dispose d'un fonds de périodiques, notamment régionaux, locaux, qui est assez important. Mais il nous manque des choses, il nous manque même beaucoup de choses. Non, quand même pas. Mais il manque des choses et cette collaboration permet d'une part d'enrichir le Sudoc déjà avec un signalement partagé. Moi je reçois par exemple beaucoup de demandes de correction, je sais pas, allez, le laboureur angevin, voilà. À la BNF on n'a pas le début et puis dans la bibliothèque de Poitiers, j'en sais rien, ils ont le début et nous par contre on a la fin. Donc ce qui se passe, je reçois une demande de correction parfois avec le numéro 1 apparu en septembre 1852. Je peux compléter le catalogue BNF, je peux compléter le registre international de l'ISSN, je peux compléter du coup l'information et ça revient dans le Sudoc. Et par contre à la BNF, nous on a la fin, donc on a dans notre bureau ISSN un immense fichier qu'on appelle le fichier JO qui est un énorme meuble avec plein de petites fiches et ça concerne beaucoup la presse de région, la presse locale et donc on peut avoir la petite fiche, le laboureur angevin où il est marqué dernier numéro paru, c'est écrit au stylo plume, dernier numéro paru, voilà, je sais pas moi, septembre 1890 et hop, ça fait une belle notice bien complète
c'est important, je trouve, cette collaboration pour avoir un signalement le plus complet, le plus précis possible aussi. Je m'en doutais, je ne fais pas du tout ce que j'avais prévu. Bon, donc les ISSN sont attribués à la BNF par trois services. Donc, le service du dépôt légal, et on pourrait dire d'ailleurs, c'est eux qui réceptionnent les publications en série et qui attribuent les ISSN de ce qui est reçu régulièrement envoyé par les éditeurs. L'inventaire rétrospectif, c'est le service qui s'occupe pour ce qui est des publications en série, de tout ce qui est paru avant 1830. Donc, et c'est un service précieux parce qu'il y a des spécialistes qui gèrent par exemple la presse du XVIIIe siècle, qui est plutôt difficile parfois à identifier. Et nous, au Centre ISSN France, du coup, on travaille en collaboration avec vous pour numéroter toute cette presse dont on parle depuis ce matin, qui a besoin d'être identifié. Quand vous disiez par exemple que dans les caisses, là, il y a tous ces titres qui n'ont jamais été vus avant. Donc nous, on travaille avec vous en collaboration. Du coup, on peut se retrouver aussi à numéroter des périodiques qui n'ont pas été reçus par le dépôt légal à la BNF, ou alors qui ont été reçus il y a fort longtemps, à l'époque où l'ISSN n'existait pas. Et donc, on va numéroter tout ça aussi. On numérote aussi, et c'est important de le dire, les reproductions numériques. Et ça, c'est récent, c'est-à-dire que pendant longtemps, l'ISSN ne s'occupait pas de ça. D'ailleurs, au niveau d'autres centres nationaux, comme en Amérique, si je me souviens bien, ça ne se fait pas trop. Mais nous, on avait trouvé ça intéressant de se dire, il y a des grands chantiers de numérisation qui vont se développer. Gallica, depuis des années, ça prend une énorme ampleur. On se disait, il faut aussi identifier ce qui a été numérisé dans les bases. Donc, on traite ça aussi. D'ailleurs, c'est moi qui, chaque mois, reçois aussi tout ce qui a été numérisé dans Gallica et qui attribue les ISSN, ça permet d'identifier ces publications. Ma collègue Agnès s'occupe des reproductions numériques que vous nous envoyez via Sidemis, les demandes pour ce que vous numérisez dans les régions. Et il y a aussi des chantiers de numérotation un peu spécifiques. Par exemple, en ce moment, moi je traite les périodiques clandestins de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un chantier de numérisation de tout ce fonds à la BNF, donc moi je les revois, je les identifie. Du coup, je fais un petit travail de recherche. Quand il y a 15 titres qui s'appellent Combat, 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 de dire qui a publié ça, et quand il est marqué, quand il n'y a pas de lieu, quand il n'y a pas de nom, quand il y a une date comme ça, 1943, ça peut être compliqué. Donc c'est très intéressant. Moi j'aime beaucoup, je suis historienne de formation, donc j'aime beaucoup aussi faire des petites recherches pour dire voilà, alors quelle est la cellule du Parti communiste de Clermont en 1943 qui publie clandestinement tel ou tel titre. J'aime beaucoup chercher à identifier ces publications, pour contribuer justement à les faire sortir de l'ombre, c'est le cas de le dire là. Donc nous, au Centre ISSN, nous sommes trois à l'inventaire. Pierre Drouin, c'est le spécialiste des périodiques anciens, donc, et au service de l'inventaire. Mais nous, au Centre ISSN, nous sommes trois à travailler pour vous. Donc il y a ma collègue Agnès qui gère les collections de livres. Il y a beaucoup de travail aussi. Et justement les périodiques électroniques, donc les reproductions numériques. Moi, je m'occupe des périodiques morts et de préférence, si je puis dire, oui, je les aime beaucoup, entre 1830 et 1944. Du coup, ma tristesse tout à l'heure quand vous évoquiez le fait qu'ils n'étaient peut-être pas toujours prioritaires. Étienne, mon collègue, s'occupe des périodiques vivants et des périodiques morts après 1944. Donc c'est lui qui gère beaucoup les bulletins municipaux des années 70. Voilà. Donc, traitement des demandes. Je vais partir sur un exemple concret tout de suite. Je ne sais pas si c'est très lisible
si, ça va. Alors, j'ai pris exprès, comment dirais-je, un dossier. Alors, j'ai voulu faire du concret et sélectionner d'abord un dossier, entre guillemets, pas vertueux, et puis après un bon dossier. C'est-à-dire là, j'ai fait exprès peut-être de prendre ce qui peut être le pire pour nous, si je puis dire. Déjà, là, on a reçu une dizaine de demandes comme ça, donc circulaire, ministère de l'économie et des finances, direction générale des prix et des enquêtes économiques. Bon, c'est pas très sexy déjà. En plus, le titre circulaire, ça sent pas bon. Et en plus, date de début, un 9 point, et on n'en sait pas plus. Je me dis, oh lolo, oh là là. Donc, première chose que je fais quand je vois ça, je me jette sur le justificatif pour dire, qu'est-ce donc que donc ? Et donc là, le problème avec cette demande, c'est que c'est tout ce que j'avais. Donc, numéro 74, 1960. Je me dis, alors, le premier numéro, on ne sait pas. Alors là, on voit Direction générale des prix et des enquêtes économiques, première division, premier bureau, circulaire numéro 74, tapé à la machine. J'étais là, ok, bon. Alors du coup, nous, on va voir, on essaie d'en savoir plus. Donc là, j'ai voulu aller voir la notice créée par la personne dans le Sudoc, puis paf, ben rien, en fait, ça marchait pas. Ça arrive parfois que dans Sidemis, en plus, on puisse pas accéder aux notices. Mais bon, là, c'est un cas extrême, hein, mais bon, parfois, on a la notice, effectivement, qui s'affiche, bien entendu, de la personne qui l'a créée, mais là, la notice, de toute façon, ce que ça donne dans ce genre de demande, c'est qu'on a le titre, on a un 9 point, et puis c'est tout. Donc, ça nous avance pas grand-chose. Donc, moi, dans ces cas-là, je vais voir dans le Sudoc aussi, parce que ce qui m'aide beaucoup, et c'est pour ça que je renvoie souvent cette demande, c'est merci de valider votre notice dans le Sudoc. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu la recevoir, parce que moi, ça me permet de voir les états de collection. Quand on a une demande comme ça avec numéro 74 1960, c'est bien qu'on sache ce que vous avez dans vos fonds. Et là, en plus, la notice n'était pas validée dans le Sudoc, donc je n'avais absolument aucune idée des fonds possédés. Et c'est là où je dis justement, oui, n'hésitez pas à communiquer. C'est comme les vieux couples, on a besoin de communiquer, c'est-à-dire n'hésitez pas à dire en commentaire, c'est tout ce qu'on a. On n'a que ce numéro 74, là, des années 60, c'est tout ce qu'on a. Parce que nous, on va chercher, on va essayer de trouver le premier numéro, ou le dernier, ou des choses en lien. Et là, là, il n'y a rien du tout. Du coup, après, moi, je fais une recherche dans le catalogue BNF. Donc ça, c'est la base dans laquelle on travaille, notre base de saisie, de catalogage, qui va bientôt disparaître, d'ailleurs, à notre grand désespoir, pour être remplacé par ce qu'on appellera Noémie, une base différente. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc là, je fais une recherche par mot du titre, puis rien du tout non plus. Donc voilà, je me retrouve avec ça, voilà. Donc après, je demande à mes collègues des informations. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être Alors je vais voir parfois Pierre Drouin au service de l'inventaire, qui est un grand spécialiste, puis je lui dis qu'est-ce que ça peut être et ce qui se passe pour ce genre de demande du coup. Alors soit ça traîne un peu en me disant, en passant quelques bonnes nuits, peut-être que j'aurai une idée. Et en fait, ce que je crains fortement, c'est que je crois que cette demande sera refusée parce que, en plus, ce qui semble, c'est que ce n'est pas une publication en série. Enfin là, je vous ai mis le pire du pire qui soit, parce que on ne sait pas si c'est une publication en série. C'est peut-être une archive, c'est sans doute une archive interne avec, on voit l'institution ministérielle, le numéro, l'objet, attribution à certains personnels de l'État d'une prime. Bon, on dit bon, c'est de la paperasse, quoi. Enfin, donc là, celle-là sera sûrement refusée, en fait. C'est à moins que vous puissiez nous prouver que c'est bien une publication en série qui a été publiée. C'est parce que certaines publications en série tapées à la machine sont publiées, mais là on n'en sait rien du tout. Parce qu'il y a aussi une chose qui est importante à savoir, c'est que vous avez les volumes dans les mains, donc ça permet de voir peut-être dans quel contexte vous avez ce volume. Et donc, si vous avez d'autres numéros, si vous avez une page de titre où il y a écrit archive du ministère, machin, je sais pas moi, avec un nom d'imprimeur, là ça nous permettrait mieux de savoir si ça a été édité ou pas.
Donc voilà, du coup, pour les justificatifs, comme disait votre collègue déjà, donc si vous avez une page de titre, mettez-le. L'ours, toute page nécessaire à l'identification du premier numéro ou, à défaut, du plus ancien. Et par exemple, on nous demande des changements de titre, parce que l'ISSN, ça identifie un titre. Donc on va en mettre un autre si le titre change. Et parfois on a une demande de changement de titre, puis je sais pas moi, si le laboureur angevin devient le paysan de l'Anjou, eh ben parfois on a le paysan de l'Anjou, numéro 23. D'accord, il y a un paysan de l'Anjou, mais on n'a pas du tout la justification du changement de titre. On n'a pas le dernier numéro du titre précédent, on n'a pas le premier numéro du titre suivant. Donc on se dit, ok, mais est-ce qu'il y a un lien entre ce paysan de l'Anjou et ce laboureur angevin? On suppute peut-être que oui, mais donc n'hésitez pas à mettre, j'allais dire, mettez tout ce que vous avez. Et puis, indiquez-le en commentaire. Par exemple, là, je vous ai mis du coup une demande vertueuse. Voilà. C'est-à-dire, quand on voit ça, on se dit pareil, quand j'ai vu ça, je dis oh non. Numéro 3, novembre 40, service social, bulletin d'information de la caisse. Bon, c'est déjà un peu plus complet quand même, donc on a un titre plus précis, bulletin de la caisse. Mais bon, c'est pas très sexy non plus. Mais en fait, la personne avait mis, je vais essayer de descendre. Bon, je vais mettre ça. La personne avait mis en commentaire « Bonjour, je n'ai pas trouvé d'autres traces de ce périodique. Quelques recherches permettent de préciser la période d'existence de la CIAS, ancêtre des actuelles caisses primaires d'assurance maladie, par ricochet de se faire une idée des dates de publication. On ne peut pas savoir si le périodique était déjà publié à la fin des années 30, mais il n'a pas dû survivre à la suppression de cette CIAS en 1945. » Je dis « Ouais, voilà, chouette. Ben là, on a des infos. » Donc je sais déjà que c'est tout ce qu'ils ont. Je sais déjà aussi que cette caisse n'a pas survécu à la guerre. Je sais déjà qu'elle existait dans les années 30. Donc je vais pouvoir créer une notice quand même. Donc voilà, celui-là est sauvé. Donc c'est important. Un justificatif ne sert pas seulement à attester l'existence de la publication dans votre fond. C'est-à-dire on ne peut pas l'identifier complètement et bien et faire un bon travail pour avoir justement des notices claires, propres, avec tel titre succède à tel titre, succède à tel titre. Par exemple, j'ai des demandes, je peux avoir des demandes, qu'est-ce que je peux trouver moi comme titre il y avait l'Automobile Club tout à l'heure, là, ça m'a fait rire, je l'ai traité il n'y a pas longtemps. Donc là, je l'ai traité facilement et vite et avec plaisir. Et en plus, parfois, on a les notices BNF qui sont déjà dans notre catalogue. Parfois, avec de la chance, un catalogueur émérite les a revus il y a quelques années avec tout ce qu'il faut, donc il n'y a plus qu'à mettre un ISSN. Parfois, manque de chance, c'est des vieilles notices qu'on appelle des notices de la conversion rétrospective des imprimés. C'est-à-dire, il y a fort longtemps, quand on a informatisé les catalogues à partir des petites fiches papier. Et donc, on peut se retrouver parfois avec une notice BNF où on a, oui, l'Automobile Club Auvergnat, 1,9 ... sans date, Clermont-Ferrand entre crochets, et puis on n'en sait pas plus. Et donc là, c'est bien si vous avez le premier ou le dernier numéro. Et en cas de changement de titre, ce qui est parfois dommage, c'est qu'on se retrouve avec une demande de numérotation ISSN pour le deuxième titre, par exemple, le numéro 27 du deuxième titre. Donc, on ne sait pas quel est le titre précédent ou le titre suivant. On sait qu'il y en a un. Parfois, la notice BNF, par miracle, est déjà reliée à ce deuxième titre. Parfois, non. Donc, n'hésitez pas à préciser. Ma collègue Agnès faisait remonter aussi, celle qui gère les collections, de parler de l'importance du contrôle bibliographique par les responsables de CR et donc plus tard par les pilotes sans doute. Par exemple, elle avait reçu une demande d'ISSN pour une collection qui s'appelait Droit et déontologie, et puis en fait l'ISSN avait été attribué depuis 2 ans. Donc il existait déjà. Donc c'est dommage parce que enfin, ça fait perdre du temps à tout le monde en fait.
D'ailleurs, au niveau des justificatifs, on reçoit encore assez souvent ce genre de choses. Ça sert à rien, mais mettez-les pas, les notices BNF. Et là, c'était en format texte en plus. On s'est dit, c'est quoi ça? Enfin, ça nous sert à rien du tout. Mais on en reçoit encore pas mal. Et là, voilà, ma collègue qui gère les collections m'a demandé de rapporter un peu ceci. Donc j'ai mis un autre cas, le pire pour les collections. Donc c'était une demande de collection pour ça. En fait, c'est tout ce qu'elle a reçu. Donc on peut même pas lire le titre de la collection sur le volume. Et en plus, alors j'avais noté le... C'est quelle diapositive 14 Voilà, la collection, j'ai dû noter le titre parce que c'était la collection Bibliothèque Plomb. Donc c'est quand même une grosse collection. Alors ma collègue, bon déjà, elle a fait une demande de renseignements complémentaires, quoi. Vous auriez pas autre chose, je sais pas, moi, la page de titre, où on voit le titre de collection, enfin quelques monographies en lien. Donc elle a reçu quelque chose d'un peu plus clair. Mais bon, c'est pareil, pour établir... D'ailleurs, c'est même pas écrit sur la... on voit pas la collection plomb, en fait. On voit rien du tout, en fait. Bon. Donc, elle s'est retrouvée avec ça. Elle s'est retrouvée avec ça. Des fois, il faut... En plus... Donc, des fois, on lit comme ça sur l'écran... Et puis, c'est pareil. Et en fait, elle a passé un temps fou à enquêter sur cette collection plomb, là, le Bibliothèque Plomb. Et quand on voit le résultat, Bibliothèque Plomb, c'est quand même une grosse collection qui a commencé en 1919, qui a terminé dans les années 50, reliée à 174 titres. Donc c'est clair que pour faire une notice de collection, ce qu'elle a reçu, la pauvrette, ça suffit vraiment pas. Donc n'hésitez pas à mettre, si vous connaissez un peu le premier volume de la collection, le dernier, ou parfois en plus il y a des pages dans la même collection, puis il y a plein de titres de monographie, donc n'hésitez pas à envoyer ça. Parce que sinon du coup les demandes prennent un temps fou, et voilà quoi. Moi j'ai mis un autre exemple là que j'ai reçu très récemment pour la revue internationale de navigation intérieure. Donc je reçois cette demande d'ISSN et c'est pareil, donc revue internationale. Alors je suis là à 8e année 1902. Je suis ok, donc c'est pas le début. Ok, je dis je vais chercher comme d'habitude. Et le deuxième justificatif en plus c'est revue de navigation intérieure. Je dis c'est pas le même titre alors. Et la personne m'avait envoyé ces deux trucs-là, et puis c'est tout. Et donc j'ai regardé dans le Sudoc, et puis du coup je lui ai renvoyé un message en disant, alors les états de collection dans le Sudoc indiquent 1866-1902. C'est pas ça. Ça colle pas avec 8e année, si je me trompe pas, enfin... 8e année 1902. Vous indiquez une date de début, en plus la notice Sudoc indiquait 1899, je dis ça colle pas. Le justificatif mentionne 8e année 1902. Le deuxième justificatif, qui ne porte pas le même titre, n'est pas daté. Et donc j'ai dit, est-ce que vous auriez des précisions sur cette publication? Reproduction de la première année, numéro 1, l'auteur peut-être. On a une notice BNF qui est revue de navigation intérieure avec des dates encore différentes, 1895-1899. Enfin, je dis voilà, vous n'auriez pas petites infos là parce que et puis ça reste en plan, et puis ou alors après il faut que je puisse aller dans les magasins de la BNF, donc une possibilité d'y aller pour certaines recherches, mais on ne peut pas le faire souvent parce qu'on reçoit énormément de demandes. Enfin, votre collègue a fait état des demandes qu'elle envoie, et nous on reçoit presque autant de demandes d'autant de CR qui sont en France, donc au plus vite on peut le traiter, au mieux c'est. Pour vous, pour nous, enfin c'est mieux. Donc voilà, donc là je vais pas revenir dessus. Le frein au traitement, c'est ça, les justificatifs pas exploitables. Et donc on doit aller en magasin, voilà, donc ça fait des longs couloirs comme ça, il y a c'est très long, en plus la BNF elle est assez gigantesque, donc je crois que j'ai pas retenu, c'est
200 mètres, je crois, qui séparent une tour à l'autre. Donc parfois, on a un justificatif qui est au 4e sous-sol de la T1, et puis après, il faut faire le 200 mètres, puis aller au 18e étage de la T2. Donc parfois, on passe l'après-midi. Et c'est dommage. Donc on y va vraiment en dernier recours. Par exemple, si on a une demande pour, je sais pas, la dépêche Poitevine, et puis on a peut-être une notice, la dépêche Poitevine, mais avec un 9 sans lieu, sans date, sans nom, on est obligé d'aller vérifier si c'est le même ou pas. Ça peut arriver. Enfin, la dépêche Poitevine, c'est le genre de titre qui s'identifie bien, mais quand on a, j'en sais rien, moi, le Républicain, dans le genre de titre bien foireux, là, alors là, on est obligé d'aller voir, quoi. Donc, parfois, on doit refuser. Il y a des titres hors champ ISSN. Ça, je ne sais pas, vous le savez sans doute, en fait. On ne numérote pas les journaux de petites annonces, les journaux électoraux, les publications internes. Par exemple, je pense que le truc dactylographié de tout à l'heure, en plus, bon, c'est une publication interne à une administration, les horaires, les publications à caractère commercial, les programmes culturels. Parfois, on reçoit des choses comme ça, donc bon, vous embêtez pas à nous les envoyer. N'hésitez pas à consulter le hors-champ ISSN. Effectivement, après, pendant fort longtemps, les bulletins municipaux et paroissiaux étaient hors champ. On les a rétablis dans le champ de l'ISSN en voyant que c'était nécessaire de les identifier et de les traiter. Je m'occupe beaucoup des bulletins paroissiaux. Je déplore un peu que face à cette masse de documents, on n'ait pas de prévision de plan de recherche, par exemple, parce que les paroisses, mon Dieu, c'est le cas de le dire, mais quand on a, je dis n'importe quoi, mais quand on a la paroisse Saint-Pierre de Magny-en-Vexin qui fusionne avec la paroisse Tatata pour donner la paroisse Tatata. Là, j'ai vu hier, par exemple, en visitant Clermont-Ferrand avec une grande joie, qu'il y a une paroisse unique maintenant pour la ville. Si on devait faire ça correctement, il faudrait du coup faire le bulletin paroissial de l'actuelle paroisse, et puis après le titre précédent, ce serait telle paroisse, telle paroisse. Normalement, l'ISSN, là, c'est un titre par paroisse, par bulletin de paroisse. C'est dommage, il faudrait faire des chantiers de recherche là-dessus pour identifier mieux ces paroisses, parce qu'en attendant, moi, je suis un peu obligée pour l'instant d'aller vite et de faire paroisse Saint-Symphorien, la Troufignole, date de début, un 9 point, date de fin, point d'interrogation, et je suis obligée d'en rester là, et c'est dommage. Mais les paroisses, c'est assez versatile quand même, ça. Donc bon, enfin, ça c'était petite remarque personnelle. Les demandes qui ne concernent pas ISSN France, parfois on a des demandes de périodiques étrangers, donc on les redistribue. Parfois on a des demandes de liens entre deux périodiques, un périodique belge et un périodique français. Donc maintenant ma collègue Agnès s'en occupe, mais avant on renvoyait ça au centre international. Des demandes relatives à des données qui ne sont pas sous autorité ISSN, c'est-à-dire que dans le SUDOC, vous faites ce que vous voulez, en gros. Nous, il y a des données qu'on peut toucher, par exemple, le date de début, date de fin, l'ISSN, bien entendu, le titre clé abrégé. Mais par exemple, vous faites des variantes de titres. Nous, on n'a pas autorité dans le SUDOC pour traiter ça, donc vous pouvez mettre toutes les variantes que vous voulez. Nous, ça ne nous concerne pas. En même temps, c'est génial si vous nous envoyez une demande de modification pour mettre des variantes de titres, parce que moi, ça me permet d'enrichir encore le catalogue BNF aussi, la base internationale. Donc, c'est toujours intéressant malgré tout, mais bon, ne perdez pas de temps avec ça, quoi, si jamais vous voulez faire des demandes pour des variantes de titres, ou par exemple les zones de numérotation. Nous, on le traite dans le catalogue BNF, mais on n'a pas autorité dans le SUDOC non plus. Enfin, il y a des zones qu'on ne peut pas toucher. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Je vais vous montrer quand même, après avoir montré le pire, je vais vous montrer le meilleur. Enfin, un dossier vertueux. Voilà, le genre de dossier que j'aime. Donc, en plus, là, c'était quoi ça déjà ? J'arrive pas à lire sur l'écran là. Demande pour la revue littéraire Poitevine. Oui, je sais pas, j'aime beaucoup ce CR parce qu'ils sont. À chaque fois, elle met des commentaires.
Elle signale le numéro de la notice dans le catalogue BNF quand il y est, donc ça évite de chercher encore. Et donc, n'hésitez pas à le mettre si vous l'avez. Notice rédigée, nous avons rédigé la notice d'après les 2 seuls numéros présents dans notre collection. Chouette, comme ça moi je le sais, j'ai pas besoin de commencer à aller chercher qu'est-ce qu'ils ont comme fond. Numéro 1, numéro 2 en pièce jointe. En plus, cette personne nous rajoute souvent des documents supplémentaires, alors extrait de la bibliographie de la France 1894, disponible en ligne pour avoir un peu un historique de la publication. Donc ni une ni deux, ça je le traite en 2 temps 3 mouvements, en 10 minutes elle a son ISSN. Bon, un peu plus si la publication est compliquée, mais voilà, et donc ça c'est du pain béni, quoi. Et donc là, il y a l'envoi de la page de titre, enfin de la couverture, de la page de titre, de l'arrière, un peu du contenu parfois. Semblant de rien, parfois le contenu ça peut être intéressant parce que j'en sais rien, moi si on a un titre qui pourrait s'intituler Le Labo, je sais pas, ou alors ça pourrait être Le Poteau, tiens, voilà. Il y a des titres comme ça parfois. Puis parfois on a juste la page de titre, Le Poteau. Là on a peut-être le numéro 1, Paris 1857. Puis on se dit c'est quoi le poteau? Enfin, ça parle de quoi? On ne sait pas si c'est de la poésie, de la philosophie, de la religion, je sais pas quoi, du structuralisme, j'en sais rien. Donc on est très embêté parfois. Donc ça peut être bien. Vous pouvez aussi envoyer un peu le contenu un peu parfois parce que ou c'est du surréalisme, on ne sait pas quoi. Donc des fois on est obligé de mettre publication en série d'ordre général en français, mais enfin c'est pour identifier parfois, c'est bien aussi de mieux connaître ce que ça contient. Je ne sais pas où j'en suis par rapport au temps. Pour donner aussi un exemple de notice enrichie, enfin pour montrer à quel point cette collaboration est belle et précieuse. Là par exemple c'est c'est la notice BNF avant tout travail de correction c'est parce que des fois on pourrait se poser la question, on pourrait se dire bon à la BNF ils ont plein de trucs, ils ont un super catalogue, qu'est-ce qu'on a besoin de leur envoyer des demandes d'ISSN, de modifs, on n'a peut-être pas que ça à foutre quoi, enfin pardon, mais je préfère le dire. Mais voilà, la notice BNF, voilà, ça c'est clairement de la notice de conversion rétrospective de la CRI. Encore celle-là, elle est plutôt complète, hein. On a quand même le premier numéro, on a quand même le lieu d'édition, on a quand même le directeur, et le titre, bon, est assez précis quand même, donc c'est déjà pas mal. Mais après, voilà, quand c'est corrigé, grâce à vous, ça donne ça. On a l'ISSN, on a la numérotation complète, on a l'imprimeur, on a l'indexation, et puis voilà. Et sachant en plus que ça revient dans le SUDOC, ça va dans la base internationale, donc vos publications locales, régionales seront identifiées dans le monde entier. Donc s'il y a un chercheur new-yorkais qui veut trouver des informations, il pourra. Là, j'en ai mis un autre, par exemple. Voilà. Alors là, c'est pire. Je trouve l'espoir des jeunes. Enfin bon, JC, Haute-Vienne, Creuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est beau quand même, quoi. Donc c'est grâce à vous, voilà, les jeunesses communistes, les sous-titres, voilà, l'éditeur, l'imprimeur, voilà. Donc, j'en perds l'équilibre. Voilà ce que ça peut donner. Donc je trouve que c'est une très belle collaboration. On s'inquiétait un peu avec la refonte des CR, là, on se disait, mon Dieu, on espère que Sidemis continuera d'exister et de prospérer longtemps, parce que c'est une collaboration, je trouve, très intéressante et très précieuse pour tout le monde. Donc, je ne sais pas si je suis en avance, en retard. Ok, voilà, j'ai fini. Pas de questions? Eh bien, merci beaucoup Isabelle. Alors je vais essayer d'être court parce que c'est la fin de la matinée, je pense qu'on vous a peut-être un peu épuisé. Puis surtout que le sujet, je pense que tout le monde connaît le CCFR. Je pense. Pourquoi on a tenu à vous le présenter? Vous avez bien compris depuis
c'est depuis ce matin ou même avant, il y a beaucoup de liens qui se font entre le CR, l'enseignement sup, le ministère de la Culture, différents services, le centre ISSN. Donc le CCFR, c'est un outil qui, au début, on n'utilisait pas forcément au Sudoc PS, puisqu'on avait déjà le Sudoc, qui était très bien. Le Sudoc, c'est très bien. Ça fonctionne très bien. Et on peut faire, comme disait Isabelle, tout ce qu'on veut dedans. Donc c'est génial. Mais on a trouvé un intérêt. Donc je vais vous passer, là je fais du piratage massif de la BNF, il ne faudra pas le redire, mais il y a une petite vidéo explicative pour rappel qui dure 1 minute, ça vous fait poser. Et après je vous montrerai comment on s'en sert, nous à notre échelle. Le catalogue collectif de France. Qu'est-ce que c'est ? Je cherche des documents concernant George Sand sur les différents aspects de sa vie, de son œuvre. Des manuscrits, de la correspondance, des images, des éditions originales de ses œuvres et tout type de documents la concernant. Mais comment faire ? Le patrimoine est partout. Il existe des milliers de bibliothèques et je ne peux pas interroger tous les catalogues. La solution ? Le catalogue collectif de France. Comment est-ce possible ? Alimenté par la Bibliothèque nationale de France et ses partenaires, il me permet d'interroger simultanément les plus grands catalogues de bibliothèques nationaux, régionaux ou locaux. J'ai aussi accès à un répertoire de bibliothèques et de fonds documentaires sans équivalent. Ainsi, grâce au catalogue collectif de France, j'ai trouvé les documents que je cherchais, et bien plus. Les éditions originales de ses livres, des revues spécialisées, sa correspondance, ses manuscrits originaux, ses archives. Et si je veux consulter ces documents, le CCFR me donne toutes les informations pratiques pour accéder aux bibliothèques, y compris depuis mon smartphone. En conclusion, grâce au CCFR, tout le patrimoine des bibliothèques est accessible facilement. Le catalogue collectif de France, un accès unique au patrimoine des bibliothèques, partout et pour tout le monde. L'idée, donc il y a un répertoire de bibliothèques qui peut être similaire au répertoire des bibliothèques du Sudoc. Donc il ne faut pas oublier que les deux bases sont interconnectées. Le CCFR moissonne le Sudoc également, en termes de localisation. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est d'aller creuser un peu sur les fonds, sur les bibliothèques signalées au CCFR qui ne seraient pas dans notre réseau. Donc ça peut être des bibliothèques municipales, principalement, ou aussi également pour identifier des fonds particuliers. Là, je vais parler aux deux directeurs de BMC qui ont signalé leurs fonds particuliers. Et quand on a fini un peu l'état des lieux, on se dit, on n'a pas fait ce fonds. Et dans ce fonds, il y avait peut-être des périodiques, parce que vous avez fait la démarche de faire une notice de fonds au CCFR, et dans cette notice de fonds, vous détaillez qu'il y a de la périodique, qu'il y a des périodiques. Donc c'est un outil de prospection pour nous, en termes de recherche de nouveaux partenaires d'établissements et du coup de titres qui seraient susceptibles de rentrer au plan de conservation Auvergne, encore plus sur des titres locaux, patrimoniaux. C'est aussi un outil de vérification parce que c'est aussi là où on se rend compte des fois, en moissonnage, qu'en cliquant sur des liens, les données sont plus bonnes. Et des fois, c'est de notre faute aussi, c'est que la fiche RCR, donc fiche RCR, c'est la carte d'identité dans le Sudoc, n'a pas été mise à jour. Donc ça peut être aussi un moyen aussi de se dire, on va recontacter l'établissement parce qu'il y a peut-être eu un changement d'URL, des choses très basiques, mais au moins que la donnée soit juste vu qu'elle est interconnectée entre les deux bases. Donc pareil comme à la RAL, ils ont un petit outil Carto, c'est très à la mode maintenant, ça vous permet de voir en un clin d'œil sur une localité où c'est qu'il y a un trou, entre guillemets, ou qu'il faudrait axer les recherches ou la prospection. Donc en cliquant dessus, et ça correspond d'ailleurs, je ne sais pas si les deux outils interagissent, le Gogo Carto et donc du coup après c'est ce que je vous ai expliqué. Là je vous ai donné un exemple très concret qu'on n'a pas encore traité, donc ça c'est dans la grande liste des choses à faire. Il y a la médiathèque municipale de Saint-Flour, donc Saint-Flour, Cantal. Là on est dans un département qui est susceptible d'avoir de la presse locale ancienne, qui est signalé avec des fonds locaux et régionaux. Donc grâce au lien de la notice de la bibliothèque,
j'ai pu me rendre sur le catalogue de la médiathèque de Saint-Flour, et là je ne vous montre pas parce que ça, vous allez dire il n'est pas bon, c'est juste qu'il n'y a rien de signalé. Alors, la grande question c'est est-ce que la notice du CCFR n'est pas à jour, ou est-ce que les périodiques qui sont possédés à la médiathèque municipale ne sont pas encore traités? Et là vous voyez c'est une mission qui reste encore au CR Sud PS d'aller démarcher, voir et même réaliser le travail avec les collègues qu'on ne connaît pas d'ailleurs de la médiathèque de Saint-Flour. Donc vous voyez la conclusion était très rapide en coupant la vidéo. C'est que voilà physiquement à quoi ça ressemble pour ceux qui ne le manipulent pas. Donc vous pouvez interagir avec les bases, la base patrimoine de la BNF. Ça va au-delà des périodiques, hein, le CCFR, un manuscrit, fonds ancien, partition. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, surtout et à mettre à jour vos notices. Alors je sais que normalement les notices, c'est soit il y a un correspondant, pendant les BMC je ne sais pas si c'est le cas, soit vous envoyez directement vos données à la BNF. Vous avez à la fin de la vidéo normalement, on vous donne l'adresse pour qui il faut contacter. Voilà, j'ai fait court. J'espère que ça n'a pas été trop court. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur le CCFR et sur l'utilisation Sur le CCFR, en fait, il y a dans le répertoire, il y a deux niveaux. Il y a le niveau des bibliothèques et le niveau des fonds, qui sont intéressants tous les deux. Les bibliothèques, la description est assez sommaire, mais permet quand même de faire déjà des choses. Et les fonds, le répertoire des fonds a aussi été choisi par l'ESR pour décrire toutes les collections de références. Donc c'est aussi un outil qui est intéressant à utiliser. Donc le répertoire du CCFR est mis à jour par une personne. Donc effectivement, les notices ne sont pas toujours à jour et il ne faut pas hésiter à contacter la personne en question. Les coordonnées de l'équipe du CCFR sont disponibles sur le portail. Ça doit s'appeler Contact, je pense. Et vous pouvez envoyer un mail à toutes les personnes pour... dès que vous repérez une anomalie, il ne faut pas hésiter. Hein. C'est toujours bien de corriger les données.